On vient mettre notre grain de sel. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Grain de Sel Télé, votre tout nouveau rendez-vous consacré à la mer et à l'environnement produit par Traveldoc. Ravi de vous retrouver pour cette première émission. Grain de Sel, c'est quoi? C'est une équipe de citoyens et de citoyennes engagés, passionnés. Ensemble, nous allons à bord de 2 voiliers sillonner le littoral occitan et rencontrer celles et ceux qui travaillent et s'investissent au quotidien pour préserver la Méditerranée. Au programme, nous allons rencontrer des artistes, des ingénieurs, des chercheurs, autant de regards croisés et riches sur cette mer Méditerranée qui nous fait vivre. Cette première émission, c'est un peu un tour d'horizon, un constat, un état des lieux avant de plonger dans des thématiques un petit peu plus spécifiques dans les mois à venir. En tout cas, on espère vous donner envie de préserver la Méditerranée. On espère que vous allez aussi apprendre pas mal de choses. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cap à bord avec Clarisse, notre jeune embarquée, qui nous raconte la genèse du projet Grain de Sel. On vient mettre notre grain de sel. Heureuses qui, comme Pénélope, en ont eu marre de tisser pendant le confinement et sont parties en mer chercher des solutions pour le monde de demain. Coucou, alors, comment ça va? Grain de Sel Télé, ça a commencé pendant le premier confinement. Nous sommes en guerre. Des copines qui s'ennuient et qui regardent, impuissantes, le monde des humains s'autodétruire. Oui, coucou, ça Grain de va? Sel Télé, c'est né comme ça. Un projet un peu fou qui naît autour d'un apéro en visio où l'on se prend à rêver de collectif et d'aventure. Et l'idée là, c'était: et si on partait en mer l'été prochain? On ferait des reportages et des plateaux télé pour découvrir la Méditerranée, chercher à la comprendre pour mieux la préserver. C'est cool, vas-y, on postule. Une émission écolo et citoyenne pour apporter notre petit grain de sel. La mer Méditerranée, elle, est née il y a des millions d'années. Et tout allait bien jusqu'à ce que l'humain apparaisse, la voit comme une ressource, bétonne ses côtes, pollue ses courants, avant que certains décident qui vit au nord et qui vit au sud, et rendent sa traversée aisée dans un sens mais mortelle dans l'autre. La machine infernale semble impossible à arrêter. Heureusement, des solutions existent et se développent localement. Jean Roger, là, tu reçois? Pour les voir, il s'agit de changer d'échelle, de zoomer sur le local. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. On va chercher à comprendre ce territoire particulier, le littoral d'Occitanie. Et moi, la petite jeune de l'équipage, je monte à bord pour vous. Je vais découvrir le monde marin, celui de la voile et même celui des plateaux télé. Et je vous raconterai ce qui se passe derrière les coulisses. À l'abordage. On vient mettre notre grain de sel. Elle a plusieurs millions d'années. La mer Méditerranée, une mer quasi fermée, bordée par 21 pays sur 3 continents, une mer reliée par l'océan Atlantique par le fin, très fin détroit de Gibraltar, 14 km seulement. Cette mer Méditerranée, elle est riche d'une biodiversité très variée, on va en parler avec nos invités, et aussi riche d'une histoire foisonnante. Bonjour, bonsoir à tous les 3. Merci d'avoir accepté l'invitation de Grain de Sel pour cette première émission. Pascal Conan, bonsoir, vous êtes biogéochimiste spécialiste des flux de carbone et vous travaillez au laboratoire d'océanographie microbienne de Bagnols-sur-Mer. Tout à fait. Chloé Morin, bonsoir, vous êtes animatrice à la Maison de l'eau et de la Méditerranée au Boulou, qui consacre notamment un de ses espaces au bassin méditerranéen. Et enfin, Hélène Lompèche, vous êtes co-référente de l'antenne SOS Méditerranée, ici dans les Pyrénées-Orientales. On va parler mer Méditerranée, bassin méditerranéen, mais aussi défis qui nous attendent dans les prochaines années. Alors tout d'abord, un petit point
Ce bassin méditerranéen, comment est-ce qu'il s'est formé Alors, effectivement, il faut partir il y a des millions d'années, il y a à peu près 250 millions d'années, lorsque les continents étaient unis en un seul bloc. Donc, c'est ce qu'on appelait la Pangée. Il y avait aussi donc, un seul océan, le Panthalassa. Et puis, à la suite de mouvements sismiques, de collisions et d'écartements entre les différentes plaques tectoniques, il y a eu une première mer qui s'est formée, donc la Thétis. Et finalement, la Méditerranée qu'on connaît actuellement, c'est les vestiges de cette mer qui est apparue donc, il y a des millions d'années. Et il y a 6 millions d'années, il y a eu une collision entre la plaque africaine et la plaque eurasienne, ce qui fait que ça a entièrement fermé cette Thétis, cette mer qui s'est créée. Et c'est devenu quasiment un lac asséché où la concentration en sel a fortement augmenté, puisque l'eau s'est évaporée, mais le sel, lui, est resté. Et puis, c'est il y a donc 700 millions d'années après, donc il y a vers 5,3 millions d'années, que là, il y a eu une brèche au niveau du détroit de Gibraltar qui a permis de remplir entièrement la mer Méditerranée qu'on connaît actuellement. Ça a été un véritable cataclysme, on dit, puisqu'il faut imaginer une énorme cascade d'eau qui est venue remplir la mer Méditerranée qu'on connaît actuellement. Voilà. Et depuis, ça a plus bougé. Et depuis, ça a plus bougé. Alors après, il y a eu, par exemple, le canal de Suez qui a été creusé artificiellement en 1869 par l'homme. Voilà. Mais après, sinon, les pourtours n'ont pas changé. Quelles sont les caractéristiques alors de cette mer Méditerranée, Pascal Conan? C'est reconnu comme un hotspot de biodiversité parce qu'effectivement, on a des petites échelles d'espace et de temps, mais qui sont très représentatives de ce qui se passe dans l'océan mondial. Ce qui est très intéressant puisqu'on y a accès très facilement au final. C'est-à-dire que en fait, la mer Méditerranée, c'est un peu un océan de petite taille, miniature. Exactement. Toutes les échelles, ils sont un petit peu réduites. Et au niveau de l'échelle de temps, c'est quoi le ratio environ? Alors, par exemple, pour se donner un ordre de grandeur, la transformation ou la circulation dans les eaux profondes dans l'océan mondial, c'est à peu près 1000 ans. Pour qu'une particule d'eau fasse le tour de ces eaux profondes. Et c'est une échelle de 100 ans en Méditerranée. Ça peut permettre de mesurer beaucoup plus rapidement certains phénomènes, j'imagine. Et de se rendre compte surtout de l'impact des changements climatiques à échelle, finalement, à échelle humaine. Donc cette mer Méditerranée, je le disais, c'est 3 continents, 21 pays autour. Est-ce que ici, sur la côte occitane, le littoral roussillonnais, puisque nous sommes en ce moment à Argelès, ce bassin-là, c'est le même que celui qu'on trouve notamment à Beyrouth, par exemple? Alors non, pas du tout. La Méditerranée, elle est vraiment séparée en 2 bassins, 2 sous-bassins. On a le bassin oriental et le bassin occidental, avec le bassin occidental qui aujourd'hui est plus riche que ce que l'on peut voir en Orient. Et on a un très fort gradient justement, ce qui est aussi intéressant de voir ce qu'on peut observer. Donc au niveau du bassin occidental qui est considéré comme un bassin mésotrophe, ça veut dire juste un peu plus riche que ce qu'on va considérer comme oligotrophe. Mais l'oligotrophie qui caractérise la majorité des océans mondiaux, on le trouve dans le bassin oriental, justement. Oligotrophie, ouais, c'est un peu compliqué, mais ça veut dire que c'est un océan très pauvre, où on a quelque part peu de biomasse vivante, mais qui, malgré tout, est très active et a un impact très important sur le fonctionnement global de la Méditerranée. Donc ça, c'est plutôt sur le bassin oriental. Ça, c'est le bassin oriental. Ici, on a beaucoup une riche biodiversité. Alors, la biodiversité, elle est présente sur tout le pourtour, mais disons qu'au niveau du bassin occidental, et notamment du golfe du Lion, on a un fonctionnement qui permet d'avoir des eaux qui restent riches. On a aussi les apports continentaux, avec les apports du Rhône notamment, qui est comme un des fleuves importants, qui va apporter beaucoup d'éléments nutritifs, en même temps que la pollution, qui peuvent permettre le développement du premier échelon de la chaîne alimentaire. Donc ce sont les petites algues, le petit phytoplancton, qui ensuite va pouvoir nourrir les chaînes supplémentaires. Et capital, dont la présence est absolument capitale d'ailleurs pour expliquer notamment cette biodiversité-là. En fait, il y a vraiment une différence entre ces 2 bassins. Au niveau du bassin occidental, on va avoir une eau qui est plutôt, qui va être plus froide et qui va être moins salée. Déjà dans la mer Méditerranée, on est à 37 grammes par litre, contrairement aux autres océans qui vont être moins salés, notamment l'Atlantique. Et le bassin oriental, il va y avoir une salinité plus importante et aussi une température plus importante. Donc on ne va pas retrouver du tout les mêmes espèces dans le bassin occidental et oriental. La mer Méditerranée, elle est aussi soumise à une forte pression de l'homme. On connaît la Méditerranée, la Mésopotamie comme le berceau, on dit que c'est le berceau de la civilisation. Ça fait plusieurs millénaires que l'homme vit autour de la mer, qu'il vit grâce à la mer aussi, c'est ça? Ça a quoi? C'est comme conséquence cette activité humaine? En fait, il y a une très forte pression au niveau de la mer Méditerranée, puisque il faut savoir qu'en 2018, c'est les derniers chiffres que j'ai, il y a 512 millions d'habitants et
pour un tiers de toute cette population, c'est des populations qui vont vivre sur la bande côtière, donc vraiment sur le littoral. Et en plus de cette population qui est extrêmement importante, il va y avoir chaque été, principalement, plus de 200 millions de visiteurs, de touristes en plus qui viennent. Et du coup, avec cette masse touristique, finalement, ça va avoir énormément d'impact sur les constructions, l'urbanisation et donc surtout la dynamique naturelle, normalement, qui est présente dans l'environnement et également sur la pollution et bien d'autres thématiques. Et notamment sur le phénomène d'érosion du littoral qui sera le sujet d'une de nos prochaines émissions. La mer Méditerranée aussi, espace de migration, Hélène. On connaît bien sûr la Méditerranée comme un bassin culturel, un lieu d'échange millénaire, avec on sait beaucoup de civilisations qui se sont construites, notamment sur le commerce maritime. C'est un espace de lien, mais aujourd'hui, on la voit plutôt comme une frontière naturelle et qui est assez fermée. Et il y a beaucoup d'enjeux, on en parlera juste après, mais sur ces questions, avec un drame humanitaire qui se joue à cet endroit. Oui. Et d'ailleurs, vous, à SOS Méditerranée, c'est votre mission-là d'alerter et de sauver aussi, vous sauvez des vies humaines. Oui, voilà. Nous, on est une association de sauvetage en mer civile européenne qui a été créée en 2015 et qui a commencé à faire des missions en 2016, avec 3 missions principales, donc sauver et protéger. On fait tout ça en Méditerranée centrale, puisque c'est la route migratoire la plus meurtrière du monde. Entre 2014 et 2020, il y a eu plus de 21 000 morts comptabilisées, c'est-à-dire qu'on a des preuves soit des corps, des restes de bateaux, de ces morts. Et je suis sur la Méditerranée centrale, donc entre la Libye et l'Italie, il y a plus de 17 000 morts. Donc on agit sur cette zone. Et donc il y a Sauver, Protéger, ce sont des professionnels qui font ça. Et là, ce que je fais moi, c'est la 3e mission, c'est témoigner. Donc c'est pour qu'on ne perde pas de vue ce drame qui est en cours et les enjeux qui sont liés. Et dire ce qui est en train de se passer. C'est ça. On va d'ailleurs regarder l'image du jour de cette émission. À chaque débat, il y aura une image forte qu'on proposera à nos invités. Et celle-là, elle nous est fournie par SOS Méditerranée. Justement, c'est une photo de Patrick Barr lors d'un sauvetage d'une personne migrante. Alors, nous, on ne parle pas de personnes migrantes puisque c'est d'abord des naufragés en fait, à qui on vient en secours. Elle a été prise lors d'une des premières missions d'SOS Méditerranée en 2016. Donc à l'époque, on avait un bateau qui s'appelait l'Aquarius. C'est une image forte, un peu iconique, parce qu'on voit vraiment cette main tendue, ce geste qui est vraiment ça. C'est-à-dire que nous, on a le pouvoir d'agir à cet endroit dans le cadre du droit maritime international. Et donc, on fait quelque chose de simple, c'est qu'on répond à une détresse. Voilà. Donc il y a vraiment ce geste qui est fort et qui est la base. Oui, bien sûr. Il y a vachement d'espoir dans cette photo. D'ailleurs, cette photo, elle fait partie d'une exposition, il me semble. Oui, c'est ça. En ce moment, dans toute la région Occitanie, il y a une grande exposition avec des grands panneaux de 2 mètres qui tournent, toujours pour sensibiliser. SOS Méditerranée est financée à 90% par des dons privés. Même si maintenant des collectivités commencent à vraiment s'engager aussi avec nous. Donc c'est vraiment une volonté citoyenne de répondre à une urgence. Ça s'est fait au début par crowdfunding. Alors, pour ceux qui connaissent, sur Internet, sur des plateformes de financement participatif. Pour des bateaux de cette taille et pour des coûts c'est assez impressionnant. Donc c'est vraiment un mouvement citoyen qui est porteur d'espoir, oui, je pense. Ensemble, on peut changer les choses et c'est ce qu'on va tenter de démontrer et ce qu'on va montrer avec ces émissions de Grain de Sel. La mer Méditerranée, donc, elle connaît d'importantes traversées humaines, une forte pression humaine, c'est une espèce de migration et elle est aussi confrontée à pas mal d'enjeux, de défis dans l'avenir. Alors, on commence par lequel? Défis climatiques, montée des eaux. Il y a pas mal de choses qui nous viennent en tête. D'abord, le changement climatique, peut-être? Il y a effectivement beaucoup d'enjeux sur l'avenir de cette mer. C'est une mer semi-fermée, elle est vraiment soumise aux impacts anthropiques et donc à l'impact du changement climatique. Alors très brièvement, il y a le réchauffement de la couche de surface, l'augmentation de la salinité, on parle de salinisation de la Méditerranée, on a l'augmentation du pH, plutôt l'acidification de la Méditerranée. Ouais, le pH, c'est pour l'acidité. Voilà, oui, tout à fait. Donc tous ces enjeux sont des enjeux climatiques planétaires, mais on a aussi la possibilité d'agir à notre niveau. Et c'est sans doute ce qu'il faut faire en régulant notre utilisation de la vie de tous les jours. On ne va pas supprimer ce changement climatique. On peut essayer à notre niveau d'avoir une action qui va limiter cet effet. Parmi les autres défis, il y a aussi la sécheresse. En tout cas, ici, dans les Pyrénées-Orientales,
on connaît la sécheresse, c'est vraiment une problématique majeure. Avec ce changement climatique, il va y avoir l'augmentation des températures. Ça va induire donc de la fonte des glaciers, etc. Ça va faire l'augmentation du niveau de la mer. Ensuite, il va y avoir, toujours avec ce bouleversement climatique, l'augmentation donc des températures, il va y avoir des grosses vagues de chaleur qui vont avoir des impacts sur la population, sur les écosystèmes. Et là, on va parler de sécheresse. Et en plus de ça, la sécheresse, elle va induire aussi les consommations, puisqu'on va avoir besoin de plus en plus d'eau pour les cultures, enfin pour tout le secteur agricole, mais aussi pour les besoins à la maison, même les industries, etc. Et il faut savoir qu'en Méditerranée, l'accès à l'eau, elle est complètement inégale. Déjà, les ressources qui sont renouvelables, c'est à 70% dans les pays du Nord, alors que les pays du Sud et de l'Est, ils vont se partager seulement les 30% restants. Donc l'Afrique du Nord, l'Afrique du Nord et l'Asie de l'Est. L'Asie de l'Ouest, ouais. Auquel tu ajoutes la modification des pluies, la diminution des pluies et des apports par les fleuves, font qu'effectivement, ça peut être très rapidement dramatique. Et quand on parle de montée des eaux, alors, on pense c'est un phénomène qui risque de se passer aussi? Bien sûr, on parle actuellement, on est toujours donc dans les scénarios du GIEC, qui est la grosse, le groupement de scientifiques qui essaye de prédire l'évolution du climat et des océans. Eh bien, on annonce une montée qui peut être de l'ordre de 1 mètre à 2 mètres, ce qui est dramatique puisque ça fait beaucoup de surfaces côtières habitées aujourd'hui qui seront recouvertes par l'eau. Mais dû à quoi? À la fonte des glaces, c'est ça? Actuellement, beaucoup d'eau sont emprisonnées dans les glaces et sont quelque part stockées pour du long terme. Quand on les fait fondre, évidemment, ils alimentent les océans et on a un risque effectivement de cette montée des eaux. Mais il y a surtout aussi toute la modification du changement climatique avec les pluies qui ne tombent plus à l'endroit où elles devraient tomber. Et ça bouleverse en fait l'équilibre. C'est surtout ça, c'est tous les événements extrêmes, donc les tempêtes, les tornades, les pluies. Qui vont devenir plus fréquents. Beaucoup plus fréquentes et qui sont effectivement catastrophiques. Et donc face à tous ces bouleversements qui nous attendent, chaque geste compte, chaque geste citoyen, c'est ça? Chacun peut participer à sa manière, à son rythme. Parce que bon, c'est un peu facile de dire c'est le changement climatique, je ne peux rien y faire. Je pense que chacun à notre niveau, on peut avoir un geste. On parlait de l'eau, ça veut dire économiser un peu. Quand on prend sa douche, on ferme le robinet un peu plus tôt. Voilà, c'est peut-être tous des petits gestes qui paraissent totalement inutiles, mais qui, mis bout à bout, auront sans doute un impact. Ça suffira sans doute pas à limiter tous les impacts. Et il faut effectivement que nos dirigeants prennent aussi conscience de l'action qu'ils doivent avoir. Mais chacun doit agir pour qu'au final, on arrive à passer ces catastrophes qui sont prédites, mais qui ne sont pas inéluctables non plus. Qui ne sont pas inéluctables et on a une capacité de résilience. C'est ce que vous faites à la Maison de l'eau, Chloé? En fait, exactement. Voilà. À la Maison de l'eau et de la Méditerranée, nous, ce qu'on essaie de transmettre comme message, c'est que c'est possible et chacun à notre échelle, on peut réussir à faire des petits gestes au quotidien qui vont permettre d'assurer une sécurité finalement de vie et de confort de vie dans de bonnes conditions. On est, comme je l'ai dit tout à l'heure, 512 millions en Méditerranée. Si chaque jour, les 512 millions économisent 1 litre d'eau, et ben c'est 512 millions de litres d'eau qui vont être économisés. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir aussi des réserves dans les nappes phréatiques qui seront moins puisées, etc. Puisque finalement, c'est vrai que l'eau, on a tendance à la gaspiller. On est dans un système de consommation extrême et je dirais peut-être même luxueuse. Je pense notamment aux douches sur les plages qui sont de plus en plus supprimées. Comme ici à Argelès d'ailleurs, depuis un an. C'est tous ces petits gestes, tous ces secteurs qu'on peut supprimer d'utilisation de l'eau en la gaspillant. Et c'est comme ça qu'on va y arriver finalement. Très rapidement, puisque le débat va toucher à sa fin, je voulais revenir sur le travail que vous faites avec SOS Méditerranée. Vous appuyez justement sur cette conscience aussi collective citoyenne, notamment des gens de la mer pour sauver et faire votre mission. Et c'est ça aussi qui est porteur d'espoir. SOS Méditerranée a été cofondée par un capitaine de marine marchande et notre président aujourd'hui est aussi un ancien capitaine de marine marchande. On a beaucoup de skippers qui nous soutiennent parce que vraiment, en fait, il y a toujours un devoir moral de tout marin de venir au secours des personnes en détresse en mer. Donc il y a ce devoir moral qui est fort et cette culture en fait de la solidarité des gens de mer qui existe. Alors il y a ce devoir moral, mais il y a aussi une obligation légale parce qu'on se place dans le droit international, dans le droit maritime international, c'est ça, avec des conventions SOLAS et conventions SAR qui régissent tout ça. Et donc on demande aussi à ce que ce soit ce droit qui est respecté.
Mais c'est important aussi que chacun ait conscience en fait de ce que dit le droit et donc notre travail auprès de chacun est aussi important dans ce sens-là pour qu'on soit informé de ce qui est censé être fait et ce qui n'est pas fait forcément et des pressions qu'il peut y avoir aussi des différents États, du harcèlement administratif que peuvent subir aussi les ONG. Il y a aussi plein de questions diplomatiques assez compliquées, donc on essaye de faire en sorte que chacun ait conscience de ça. Mais oui, il y a quelque chose qu'on peut partager, qui est assez simple à partager. Voilà, c'est ce devoir moral. Et on le connaît très facilement sur Terre parce qu'il y a la non-assistance à personne en danger. Tout le monde a entendu parler et tout le monde viendrait en aide à quelqu'un qui est en train de se vider de son sang par terre. Et donc, voilà, là, c'est pareil. C'est quelque chose de simple, mais oui, il y a vraiment une culture des gens de mer qui est importante. Et sur lequel vous vous appuyez pour oui, on s'appuie, on est soutenu et ça nous lie. Oui, ça, c'est sûr. Chez Grain de Sel, on aime terminer les débats et ces discussions-là avec des recommandations qu'on demande à nos invités, des œuvres qui vous ont marqué dans votre parcours que vous voudriez partager à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Pascal Conan, on commence par vous. Bien, je ne vais pas être très original. Je veux dire, je suis océanographe et... Comment ça? Voilà, le film de Luc Besson, Le Grand Bleu, m'a effectivement marqué. Un classique, en effet. Tout ce que ça apporte sur la réflexion par rapport aux espaces qu'il faut préserver, qui nous ouvrent des horizons infinis. Chloé? Donc moi, ce que je conseillerais, ce serait C'est pas sorcier, puisque ça a bercé mon enfance. Pas que des enfants. Et pas que des enfants. Ils ont réussi donc à attiser ma curiosité. Ça m'a donné envie de découvrir plein de choses sur l'environnement, l'histoire, etc. C'est ce qui a fait aussi ma vocation actuelle où je suis animatrice. Hélène, on termine par vous. Oui, donc moi, ce sera un livre. Donc c'est Dans la mer, il y a des crocodiles de Fabio Gueda ou Geda. Donc ça retrace le parcours d'un jeune Afghan qui part donc d'Afghanistan, qui arrive jusqu'en Italie, donc il est obligé de partir parce qu'il est d'une ethnie minoritaire. Donc ça suit tout ce parcours et ça m'a beaucoup plu parce que le ton est très simple, ni larmoyant ou angoissant, culpabilisant. Et ça met un peu une image, un visage sur ce qu'on présente souvent comme des flux, où on est beaucoup sur des chiffres. Et là, on a vraiment un parcours de vie. Déjà, on se rend compte que ce n'est pas les crocodiles qui sont dangereux dans la mer, puisqu'il n'y a pas de crocodiles en mer Méditerranée. Pas encore. Pas encore. Mais on voit aussi tous les autres dangers qu'il y a sur son parcours. Et moi, ça me parle beaucoup. Si je peux rajouter quelque chose, c'est je pense qu'il faut inviter finalement les gens à aller voir ce qu'il y a vers chez eux. On n'est pas obligé de partir très loin pour être émerveillé par l'environnement et les différentes espèces. Après, c'est en aimant qu'on réussira à protéger. Et vous n'auriez pas pu mieux décrire la mission de Grain de Sel, puisque c'est exactement ce qu'on va vous faire découvrir au cours de toutes ces émissions, et c'est vraiment notre objectif premier. Super, et bien merci beaucoup pour ce partage. Merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation de Grain de Sel pour cette première. Tout de suite, on regarde le reportage que nous vous avons concocté avec l'équipe de Grain de Sel, un reportage sur une initiative locale. C'est parti. On vient mettre notre grain de sel. Nous, l'eau, c'est notre bien-être, c'est notre destination au bord de la Méditerranée. Ces hébergements sont des hébergements flottants de loisirs. C'est un projet qui a près de 10 ans. Avec Didier Codornou, le maire, on a réfléchi là-dessus pour se dire quel va être l'avenir des ports et aussi l'avenir du tourisme. La première motivation que l'on a eue quand même, c'était de se renouveler touristiquement parlant, de donner une nouvelle attractivité et ensuite correspondre aux attentes des clientèles qui disent qu'en fait, ce qui est important, c'est l'expérience de mes vacances, comme des cabanes dans les arbres, c'est-à-dire introuvables, improbables. Eh bien, on s'est dit, nous, ce sera de l'hébergement sur l'eau. Ça correspond à notre maritimité. Les problématiques que l'on a tous en bord de mer, c'est un, c'est l'érosion du littoral, et deux, c'est la montée des eaux. Mais ces habitats, eux, ils vont monter avec l'eau. Donc le système de ponton flottant avec des pieux et des coulisseaux est aussi une réponse sécuritaire par rapport à la montée des eaux et pas de suite s'en aller en courant.
Demain, on pourrait s'imaginer autre chose et de l'habitat plus résidentiel. On a des difficultés à loger des saisonniers, peut-être qu'on peut réfléchir à faire sur des bords d'étangs ou sur des bords de plans d'eau qui sont inoccupés, des hébergements flottants. On a à peu près une commune par semaine de France qui nous appelle ou qui vient. Donc c'est quelque chose qui sensibilise beaucoup d'élus, que ce soit des plans d'eau intérieurs, des rivières ou la mer. À certains endroits, c'est beaucoup plus sensible que ce que l'on a ici. Donc j'y crois. On vient mettre notre grain de sel. Una cosa a dir, la rumba que jo te porti, la canti de debò i te la canti perquè tu vagis. Jo tinc una cosa a dir, la rumba que jo te porti, la canti de debò i te la canti perquè tu vagis. Amb l'hervé parant, toquem sempre la guitarra, amb el Ramon Forà parlem sempre català. Sempre anem endavant per no perdre la cultura, sempre anem endavant per no perdre el català. Amb l'hervé parant, toquem sempre la guitarra, amb el Ramon Forà parlem sempre català. Sempre anem endavant per no perdre la cultura, sempre anem endavant per no perdre el català. Si en Gerard Jaqué us la vol fer escoltar, aquesta rumba nostra que ven de Catalunya. Si en Gerard Jaqué us la vol fer escoltar, aquesta rumba nostra que ven de rumba comú. Demaneu-li sempre que vos la repassar, aquesta rumba nostra que ven de Catalunya. Demaneu-li sempre de vos la repassar, aquesta rumba nostra que ven de rumba comú. Amb l'hervé parant, toquem sempre la guitarra, amb el Ramon Forà parlem sempre català. Sempre anem endavant per no perdre la cultura, sempre anem endavant per no perdre el català. Amb l'hervé parant, toquem sempre la guitarra, amb el Ramon Forà parlem sempre català. Sempre anem endavant per no perdre la cultura, sempre anem endavant per no perdre el català, per no perdre el català, per no perdre el català, per no perdre el català. L'heure est venue maintenant de la rencontre artistique de cette émission. Nous avons parlé de Méditerranée, nous avons parlé de mélange des cultures et nous recevons un groupe ce soir de rumba gitane, un genre lui-même qui a connu pas mal de brassages. Stéphane Fernandez, bonjour. Vous faites partie du groupe Rumba Kumo. C'est ça. Vous êtes originaire de Millas, c'est dans les Pyrénées-Orientales, c'est pas très loin d'ici. La rumba, je crois, chez vous, c'est une histoire de famille. Hein. C'est une histoire de famille, ouais. Et dans le groupe, vous êtes combien en tout? On est 6. Et vous avez tous un lien de parenté. Enfin, je crois qu'il y a notamment votre cousin. Paul, oui. Pourquoi c'est important dans votre famille, la rumba? Mon père avait un groupe qui s'appelait Los Moritos, un groupe de rumba catalane. Et je le voyais jouer et j'étais enchanté, quoi. Et j'ai voulu faire pareil. Et depuis, il m'apprenait les accords, tout ça. Donc j'ai suivi et je voyais que j'arrivais à jouer. Donc du coup, je me suis lancé là-dedans. Vous êtes tombé dedans. Voilà. Ouais. La rumba gitane, c'est pareil que la rumba catalane? Oui, c'est pareil. Ce qu'il y a, où on chante en espagnol, ou on peut chanter en catalan. Voilà. Mais après, les accords, les rythmiques, tout est pareil. Et cette rumba catalane, alors, comment elle est née? Elle est née à Barcelone, par Peret. Malheureusement, il nous a quittés là. Mais c'était un grand rumbero. Et il est parti à Cuba. Il est resté je ne sais pas combien de temps là-bas. Et il est redescendu avec de la rumba cubaine. Et ça a transformé toute la rumba après. C'est un mélange. Voilà, un mélange avec des accords jazz, plein d'accords, quoi. Ça a changé tout. Vous, dans vos chansons, vous parlez de voyage. Le voyage, en tout cas, c'est quelque chose qui marque, qui est important dans la rumba, dans l'histoire de la rumba. Oui, parce que déjà, on sait qu'on vient de l'Inde. Vous voyez, on vient de l'Inde, on vient d'Espagne. Ça nous apporte quelque chose et on l'exprime en chantant. Parce que nous, c'est tout le temps la fête, les guitares, palmas, au coin d'un feu. Donc là, vous allez être 2 guitares, mais normalement, dans le groupe, vous êtes donc 6. Il y a quoi comme instrument? Il y a congas, piano, 3 guitares et cajon. Il le faut.
S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de basse, il n'y a pas de résonance, quoi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre Merci invitation, d'être là. On va terminer cette première émission de Grain de Sel avec cette note musicale. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. En attendant, prenez soin de vous et surtout de la mer. Ai, 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 ai. Són rumbero català i un dia m'atrapavi de festa i la moneia me feia murros i mala cara. Volia muntar dalt de l'estrada per fer veure amb la gent el que ballava. I jo m'apatxolavi, i jo m'apatxolavi, i jo m'apatxolavi de veure el que ballava. I jo m'apatxolavi, i jo m'apatxolavi, i jo m'apatxolavi, ai, de veure el que ballava. Ai, 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 són número català i un dia m'atrapavi de festa i la moneia me feia murros i mala cara. Volia muntar dalt de l'estrada per fer veure amb la gent el que ballava. I jo m'apatxolavi, i jo m'apatxolavi, i jo m'apatxolavi per veure el que ballava. I jo m'apatxolavi, i jo m'apatxolavi, i jo m'apatxolavi, ai, de veure el que ballava. Aquesta setmana que entra jo me'n vaig amb l'avió, d'aquí me'n vaig a Barcelona, vaig a portar la cançó. La cantaré per la ràdio, passaré la televisió, com hora que la gent sapiguin que rumba como és aquí. I jo m'apatxolavi, i jo m'apatxolavi, i jo m'apatxolavi de veure el que ballava. I jo m'apatxolavi, i jo m'apatxolavi, i jo m'apatxolavi, ai, de veure el que ballava. I per la gent que no entenen pas què vol dir apatxolavi, i per la gent que no entenen pas què vol dir apatxolavi. Apatxolavi ven del caló, 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 apatxolavi ven del caló.